L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue à cette édition dont voici les titres. L'otage français Serge Lazarevic a été libéré. Sa fille doit le rejoindre à Niamey en vue de le ramener en France. L'artiste malienne Fantani Touré a été conduite ce mardi à sa dernière demeure. Elle était décédée à Paris le 3 décembre dernier. Et mardi sport, c'est la fin de la 127e session du Comité olympique international. On retient que la session s'est achevée sur une reconnaissance au Comité national olympique du Kosovo. Les détails en fin d'édition avec Aminata Mariko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur cet hommage au Mali. Je vous l'annonçais donc en titre. Le Mali a rendu un dernier hommage à l'artiste Fantani Touré, décédé le 3 décembre à Paris. Les obsèques se sont déroulées ce mardi et présidées par le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, en présence d'imminentes personnalités du monde politique, artistique, culturel ainsi que des anonymes. Ils ont tous rendu un ultime hommage à celle qui était considérée comme l'une des ambassadrices de la musique malienne à travers le monde. Fantani Touré était une militante des droits de la femme. Elle a été lauréate du prix UNESCO pour ses efforts pour la paix. Fantani Touré repose désormais au cimetière de Magnambougou. Nous y reviendrons en détail sur ses obsèques dans nos prochaines éditions. Le dernier otage français dans le monde a été libéré après près de 3 ans de captivité. Serge Lazarevic avait été enlevé au Mali par Al-Qaïda au Maghreb islamique et sa libération a été annoncée ce mardi par le président français François Hollande. Serge Lazarevic est libre, une bonne nouvelle annoncée par François Hollande. Aujourd'hui, c'est la joie. La fille de M. Lazarevic pourra le rejoindre à Niamey dans les meilleurs délais et j'accueillerai à son retour Serge Lazarevic accompagné de sa famille. La dernière vidéo montrant Serge Lazarevic en vie remonte à 3 semaines. Le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique diffusait sur Internet ces images de l'otage français. Malade, il demandait à François Hollande d'intervenir en sa faveur, tout comme sa fille Diane. Que demandez-vous au chef de l'État aujourd'hui, Diane Lazarevic? De mettre les bouchées doubles pour que la libération arrive le plus rapidement possible. J'espère Noël. 24 novembre 2011, Serge Lazarevic est enlevé au Mali par AQMI avec Philippe Verdon qui lui sera assassiné en juillet 2013. Les autorités du Niger ont joué un rôle majeur dans cette libération, tout comme en octobre 2013 lorsque 4 Français qui travaillaient pour Areva sont relâchés après 3 années de détention. Il y a 10 jours, le président Mahamadou Issoufou nous faisait part de son optimisme concernant Serge Lazarevic. On a eu la preuve de vie il n'y a pas longtemps et par conséquent, on espère que un jour ou l'autre, on parviendra à créer les conditions de sa libération. Selon plusieurs médias locaux, il aurait été échangé contre 2 membres importants du groupe terroriste AQMI. Serge Lazarevic était le dernier otage français dans le monde. En fin de mission au Mali, le général Jean Bosco Kazoura, commandant des forces de la MINUSMA, a été décoré ce mardi. Et c'était au cours d'une cérémonie au ministère malien de la Défense et des anciens combattants. Les détails avec Djibrila Maïga, Cheikh Tidiane Koulibaly. Un hommage bien mérité a été rendu à ce général rwandais, commandant des forces de la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies au Mali. Le chef d'état-major général des armées maliennes est revenu sur le parcours de l'homme qu'il a qualifié d'intègre et loyal. Le général de division Jean Bosco Kazoura a fait forte impression lors de son audition. Il est décrit à l'ONU comme un excellent militaire. Il a déjà l'expérience des missions de maintien de la paix. Il a été commandant adjoint de la force de l'Union africaine au Darfour avant le déploiement des casques bleus.
l'ONU n'est pas avare de critiques sur la politique rwandaise en RDC, vous permettrez, mais les diplomates reconnaissent ainsi que l'armée rwandaise est parmi les plus efficaces et les plus disciplinées du continent. Le général Jean Bosco Kazura a noté que cette question n'est pas seulement une affaire malienne, mais mondiale. La solution au problème des Maliens, c'est la solution au problème rwandais, c'est la solution au problème des Français, c'est la solution au problème des Américains, de tout le monde. Parce que si on ne met pas nos efforts ensemble et qu'on trouve la solution aux problèmes qui sont un peu partout dans le monde, eh bien, on aura toujours des problèmes. L'autre temps fort de cette journée aura été la cérémonie de décoration. Jean Bosco Kazura a été décoré commandeur de l'Ordre national du Mali. Le général Jean Bosco Kazura est entré en fonction le 1er juillet selon la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 25 avril 2013, prenant le relais de la MISMA. La balle reste plus que jamais dans le camp de la MINUSMA pour être à la hauteur des attentes et des missions. Les Maliens ont les yeux rivés sur cette mission onusienne pour accomplir à bon terme son mandat. Parlons économie à présent et nous sommes au Gabon. L'agence de notation Fitch Ratings, basée à Londres, vient dans un rapport publié le 5 décembre dernier abaisser la note du Gabon. Ce rapport, qui prédit aussi les difficultés du pays en 2015, indique que la chute du prix du pétrole et l'absence de diversification de l'économie nationale seraient entre autres facteurs qui assombrissent le tableau du pays. Des détails avec Ismaël Obianze à Libreville. Présent au Gabon depuis bientôt 4 ans, cet investisseur d'origine italienne craint ne plus tenir le pari de tous ses projets si le gouvernement ne respecte pas ses engagements financiers vis-à-vis de la société qu'il dirige. On ne peut pas, nous, fabriquer des routes et fabriquer de l'argent. Nous sommes là avec les choses précises, on a des contrats. L'État, s'il tient ses engagements, nous, on tient nos engagements, on les dépasse même. Et s'il n'y a pas d'argent, on est obligé d'arrêter. Comment on peut? L'État vous doit combien aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont 150 milliards. Les deux parties avaient fixé à 600 milliards de francs CFA le coût total des projets à réaliser. Routes, ponts et écoles sont achevés par endroits et d'autres à l'arrêt faute de financement. Un arrêt de travaux qui risque de coûter plus cher à l'un ou à l'autre des partenaires. Tout ce qui est intérêt moratoire, dommages de chantier, arrêt des machines, quelqu'un les doit payer. Et pour le moment, ce n'est pas moi qui ai tort. Moi, je travaille. Même qu'une bonne partie des entreprises qui sont à l'arrêt, et nous, on continue jusqu'à aujourd'hui. Le plaignant, qui réclame à l'État gabonais le respect de ses engagements, pense qu'un contentieux n'est plus à écarter dans cette affaire. J'ai évité le contentieux. Pourquoi une fois qu'on rentre dans le contentieux, c'est la bagarre. Et puis les sommes d'aujourd'hui du contrat, ils vont tripler. Les dommages, les intérêts moratoires, les ci, etc. Là, on a évité tout ça. On ne peut pas continuer jusqu'en janvier, c'est pas possible. Pour toute réponse à ces plaintes, notre interlocuteur dit avoir reçu des simples assurances du ministère du Budget sur le paiement de ses dettes, des assurances qui ne le rassurent guère. Face au statu quo qui date depuis le mois de juin dernier, il se verra bien obligé de se séparer de plus de 1000 employés dans ces différents chantiers. Le Sénégal se prépare à accueillir le premier sommet mondial des écovillages. Et grâce à sa politique de création et de soutien des écovillages, le Sénégal a eu l'honneur d'être désigné par le Global Ecovillage Network pour organiser le premier sommet mondial des écovillages. Et cet événement mondial va se tenir à Dakar du 10 au 14 décembre 2014. L'Agence nationale des écovillages du Sénégal fait face à la presse en prélude de ce sommet. Louise Tinassagna, Souleymane Anne Antoumar. Après le 15e sommet de la francophonie, le Sénégal a encore l'honneur d'organiser le premier sommet mondial des écovillages. Prévu à Dakar du 10 au 14 décembre, ce sommet permettra de consolider le leadership du Sénégal qui promet une vision nouvelle intégrant l'économie, l'environnement et la culture. Donc il n'y a pas que des arbres et les panneaux solaires, c'est une vision holistique très importante. Parce qu'en fait, les écovillages sont des entités communautaires qui
qui souhaitent donc protéger leur propre environnement et protéger leur environnement social. Les dimensions des écovillages étant multiples, la réussite de ce sommet dépendra de l'appui de tous les ministères concernés par les enjeux du développement durable. Un appel est également lancé aux journalistes pour l'occasion. Fondamental et essentiel, il faut préserver notre environnement, il faut préserver nos ressources qui sont entamées, qui sont fragilisées. Et je pense que c'est l'occasion, vraiment, l'État du Sénégal a bien vu. L'État du Sénégal a été vraiment au cœur de ce processus, en expérimentant ce processus d'éco-village qui est en train de faire tache d'huile au niveau de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vraiment je voudrais vous remercier ici et vous dire de nous accompagner dans ce processus. Parce que les journalistes, vraiment, vous êtes les porteurs, n'est-ce pas, vous êtes porteurs de développement, mais vous portez les échos. Et c'est à vous, nous comptons beaucoup sur vous pour porter loin l'écho des éco-villages, à travers l'Afrique, mais à travers le monde entier. Rappelons que le leadership du Sénégal en matière d'éco-village est incontesté. Notre pays a toujours été à l'avant-garde des idées prônées à travers les éco-villages. Ainsi, seront attendus à Dakar plus de 400 délégations représentant les 17 000 éco-villages du monde. La suite de l'actualité à présent en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. En RDC, alors que l'opposition essaie de se montrer unie face à Joseph Kabila, la confusion a régné quelques heures ce lundi 8 décembre. Nommé ministre dans le nouveau gouvernement de cohésion nationale, 3 membres du mouvement de libération du Congo, LMC, dont le secrétaire général du deuxième parti d'opposition au Parlement, ont finalement été radiés de leur formation. Selon plusieurs sources, depuis la Cour pénale internationale, le président du parti, Jean-Pierre Bemba, aurait sévi. La nouvelle a un peu surpris. Alors que le nom de son successeur n'est pas encore officiellement connu, le général rwandais Jean Bosco Kazura, commandant en chef des troupes onusiennes au Mali, quitte ses fonctions. Il avait été nommé à ce poste en juin 2013. Le général Jean Bosco Kazura est connu pour sa discrétion. Il achève donc sa mission à Bamako après avoir passé 18 mois à la tête du bras armé de l'ONU au Mali qui compte au total 8000 casques bleus. Son bilan est plutôt mitigé, mais ce n'est pas forcément de sa faute. Le mandat des troupes onusiennes n'est pas robuste. Conséquence, sur le terrain, elles n'ont pas tout le temps pu réellement faire face aux techniques des islamistes. La campagne électorale s'achève à l'île Maurice. Le pays se rend aux urnes demain mercredi 10 décembre. Ces élections législatives anticipées sont dominées par 2 blocs politiques. D'une part, l'Alliance de l'unité et de la modernité dirigée par le Premier ministre sortant Navin Rangolam et d'autre part l'Alliance Les Peuples dont le leader est Anerod Jouyod qui fait son retour dans l'arène à l'âge de 84 ans. Ces 2 blocs politiques ont dominé la courte mais intense campagne électorale. Comme prévu, le Parlement israélien a voté sa dissolution en vue des élections anticipées du 17 mars prochain. Mais juste avant, le gouvernement a fait passer une nouvelle loi sur l'immigration clandestine. Une loi censée être moins restrictive que la précédente, retoquée par la Cour suprême israélienne, mais que les associations de droits de l'homme dénoncent. Santé pour poursuivre cette édition, la Fondation Tatali Iyali, en collaboration avec le ministère de la Santé du Niger, a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation contre la maladie à virus à Ebola et c'est dans la région de Goteil, à l'ouest du pays. L'objectif, c'est de renforcer le dispositif de sécurité afin de prévenir la maladie. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. Une séance de démonstration devant les élèves d'un établissement d'enseignement secondaire. C'est par ce geste que la première dame du Niger a procédé au lancement de la campagne de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola à Goteil. Nous, ce qu'on craint, c'est la contamination de l'homme par l'homme. Comme vous avez vu tout de suite, le ministre de la Santé a dit, c'est parce que nous avons des pays qui sont autour de nous, comme le Mali, il y a eu des cas là-bas. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui au Niger, on a pris la décision de faire le maximum pour que ces cas n'arrivent pas chez nous. Comment éviter la maladie? Comment éviter la maladie, les enfants? Vous voyez bien ces schémas-là. Comment les éviter? Même si aucun cas n'est encore enregistré dans le pays, le dispositif de prévention se renforce de plus en plus.
La prévention commence par la prise en compte dans nos actes quotidiens, dans nos gestes de tous les jours, de prendre en compte les questions de salubrité, les questions d'hygiène, au niveau de nos hôpitaux, au niveau de nos écoles, au niveau du marché, au niveau des cérémonies de mariage et de baptême. La fondation Tatali Yali en a également profité pour remettre plusieurs dons aux populations en général et aux femmes en particulier de la localité, notamment des moulins à grains, des motopompes, des engrais et même des médicaments aux centres de santé. Santé toujours, l'Organisation mondiale de la santé a rendu son rapport 2014 sur la situation du paludisme dans le monde. Et ce sont les meilleurs résultats jamais obtenus depuis le début des programmes de lutte contre la maladie. On note une diminution de 470% et 54% en Afrique. La majorité des victimes restent les enfants, soit un taux de 78%. On écoute à présent le directeur du programme mondial de l'OMS contre le paludisme. Le principal message qui ressort de notre rapport 2014 sur le paludisme est que nous faisons des progrès significatifs. Ce sont même les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais obtenus dans notre combat contre le paludisme. Le plus significatif, sans doute, c'est qu'entre 2000 et 2013, nous avons divisé presque par 2 le nombre de morts. Et nous poursuivons avec Mardi Sport. Nous sommes bien sûr aujourd'hui mardi et nous sommes avec Aminata Mariko. Aminata, bonsoir. Bonsoir Albertine et bonsoir aux téléspectateurs d'Africa Télévision. Nous ouvrons cette page sur le basketball où l'Interclub d'Angola a remporté le trophée de la 20e édition des clubs champions dames. Nous sommes à Sfax, c'est en Tunisie et ce 4e titre plus de son histoire après ceux de 2010, 2011 et 2013 fait de l'Interclub d'Angola le club le plus titré de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins. Voilà, cette compétition s'est déroulée du 28 novembre au 7 décembre dernier à Sfax, bien sûr, c'est en Tunisie. Nous allons suivre le commentaire de notre sportif maison, Yacouba Dansougou. Pourtant, c'est le Primero de Agosto, mieux organisé tactiquement, qui a mené de bout en bout cette partie, d'abord en faisant un meilleur début de match, avec une avance de 11 points à la fin du premier quart-temps, 21-10. Dans le deuxième quart-temps, Interclubé, en manque de réussite jusque-là, va resserrer sa défense et emballer la rencontre en imprimant un rythme soutenu pour refaire un tant soit peu son retard. Au retour de la pause, l'entrée en jeu d'Anna Gongalves fait du bien au Primero de Agosto. Elle vient en soutien à Lila Donke, devenue la cible de la défense d'Interclubé. Elle va donner un peu d'air à son équipe qui mène désormais de 8 points à l'entame du quart-temps de vérité. Le champion en titre qui n'a jamais cessé d'y croire dans ce match va voir ses efforts récompensés d'abord à 4 minutes de la fin du match en récollant 59-59. À une seconde de la fin du match, celle qui aura porté son équipe durant toute la partie, Italie Lucas, ne va pas trembler et transformer les 2 lancers francs de la victoire. Interclubé s'impose 74-75 et remporte le 4e titre de son histoire après ceux de 2010, 2011 et 2013. Ce trophée fait d'Interclubé l'équipe la plus titrée de la Coupe d'Afrique des clubs champions féminins. Au chapitre des récompenses, la joueuse mozambicaine du Primero d'Agosto, Leila Donke, a été désignée meilleure joueuse du tournoi. La meilleure marqueuse est Kabobo Aongi Ortiz du Congo avec 146 points. Meilleure rebondeuse, Fofana Minata des Dolphins du Nigeria avec 69 rebonds. La meilleure triponteuse est Olmes Sekouya d'Interconnexion avec 73%. Et le MVP du tournoi, Donke Lila du Primero d'Agosto d'Angola. Félicitations aux meilleurs. Parlons à présent du Comité olympique international qui était en session à Monaco. Nous sommes à la principauté de Monaco, Albertine, où les 140 membres du Comité international olympique CIO, réunis à l'occasion de la 127e session du mouvement olympique, ont adopté une quarantaine de propositions
orientés sur le fond et la forme, le principe des Jeux olympiques à l'horizon 2020, parmi lesquels ils ont accordé la reconnaissance définitive au Comité national olympique Seno du Kosovo. L'ancienne province serbe issue de l'ex-Yougoslavie est désormais officiellement le 205e comité reconnu. Alors les prochains Jeux olympiques pourront sous certaines conditions également se tenir dans 2 villes ou 2 pays différents. Les membres ont également accepté que de nouveaux sports soient inscrits au programme. Albertine. Alors, d'autres informations sportives? Nous sommes en football cette fois-ci. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du monde de football féminin 2015 au Canada n'a pas gâté du tout, Albertine, les équipes africaines en lice. Côte d'Ivoire, Nigeria et Cameroun. Voilà, les Ivoiriennes affronteront l'Allemagne, la Mannschaft et la Norvège. Les Nigérianes seront opposées aux États-Unis et à la Suède et les Camerounais se frotteront aux tenantes du titre japonaise. Voilà la Coupe du monde. Voilà les groupes. Donc, le groupe A est basé à Edmonton, rapidement, Canada, Chine, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas. Groupe B est basé à Ottawa, Allemagne, Côte d'Ivoire, Norvège, Thaïlande. Le groupe C va jouer à Vancouver. Ce sera avec le Japon, la Suisse, le Cameroun et l'Équateur. Le groupe D à Winnipeg. Ce sera les États-Unis, l'Australie, la Suède, le Nigeria et le groupe E à Montréal. Voilà. Brésil, Corée du Sud, Espagne, Costa Rica et enfin le groupe F sera basé à Moncton avec France, Angleterre, Colombie, Mexique, Albertine. Voilà. Et on va terminer avec les prochains rendez-vous sportifs sur Africa Télévision. Alors aujourd'hui nous sommes mardi, tout à l'heure les footballeurs sur la pelouse. Les téléspectateurs d'Africable Télévision retrouveront Yacouba Dansoko tout à l'heure à 22h15 dans Shoot, le magazine 100% football. Et quand il sera mercredi, vous savez, nous sommes sur le plancher cette fois-ci avec Afro Basket. La Dream Team est au rendez-vous, Albertine. Merci à Aminata Mariko pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.